Votre mémoire vous ment, le secret de pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance à vos souvenirs. Salut les esprits curieux, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial, une plongée à travers 5 niveaux de connaissances, chacun plus profond et révélateur que le précédent. Et le sujet qui nous rassemble est l'une des idées les plus étourdissantes et personnelles qui existent, que votre mémoire, cette bibliothèque sacrée où vous conservez qui vous êtes, est en réalité une éditrice incroyablement peu fiable. Vous pensez peut-être que c'est une chose que vous savez déjà, que vous oubliez parfois des choses. Mais je vous assure que c'est bien plus profond. Comprendre comment fonctionne réellement cette éditrice interne n'est pas seulement fascinant, cela change aussi la donne sur la façon dont vous vous percevez et percevez le monde. Je vous promets une chose, à la fin de ce voyage, de cette plongée à travers les 5 niveaux, vous ne penserez plus jamais à vos souvenirs de la même manière. Niveau 1, la surface du connu. Nous sommes tous familiers avec l'aspect le plus évident d'une mémoire imparfaite, l'oubli. Vous savez où vous avez laissé vos clés, le nom de cette personne qu'on vient de vous présenter ou ce que vous êtes venu chercher dans la cuisine. Cela se produit parce que notre cerveau n'est pas un disque dur qui stocke tout à la perfection. C'est plutôt un jardinier qui élague constamment les vieilles branches ou les branches inutiles pour laisser pousser les nouvelles et les plus importantes. Un autre phénomène qui vous dit sûrement quelque chose est celui des faux souvenirs. Je ne parle pas de choses graves, mais de ces petites discussions familiales pour savoir si quelque chose s'est passé un mardi ou un mercredi, ou qui a dit exactement quoi dans une conversation. Cela affecte notre comportement quotidien, plus que nous ne le pensons. Cela façonne nos relations, nos discussions et même notre propre version des faits. Nous pourrions jurer que quelque chose s'est produit d'une certaine manière, alors que l'autre personne s'en souvient de façon totalement différente. Un exemple extrêmement populaire de cela est le fameux effet Mandela. Ce nom est donné à un faux souvenir partagé par un très grand nombre de personnes. Le cas le plus célèbre est que des milliers de personnes se souviennent que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80, alors qu'en réalité, il a été libéré, est devenu président et est décédé en 2013. Et un troisième fait fondamental, les souvenirs ne sont pas statiques. Ce ne sont pas des photographies conservées dans un album. Chaque fois que vous accédez à un souvenir, vous ne le voyez pas simplement, mais vous le reconstruisez. Et dans cette reconstruction, de petits changements peuvent s'y glisser. Ce n'est pas un défaut de fabrication, cela a une origine évolutive très claire. Pour nos ancêtres, survivre ne dépendait pas de se souvenir de chaque détail, de chaque fleur qu'ils voyaient dans le champ. Imaginez un de nos ancêtres. S'il était attaqué par un prédateur près de rochers spécifiques, il n'avait pas besoin de se souvenir de la couleur exacte de chaque rocher. Il lui fallait retenir l'essence, danger, rocher, grand animal. La mémoire a évolué pour créer des résumés utiles à la survie et non pour être un registre fidèle. Tout ce que nous avons évoqué est la pointe de l'iceberg. C'est ce que la plupart des gens pressentent ou ont déjà perçu à propos de la mémoire. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le meuvent en dessous? Niveau 2. Les mécanismes cachés. Voici la première grande révélation. Il existe un processus dans notre cerveau appelé reconsolidation de la mémoire. Et c'est un absolu changement de donne. Cela signifie que chaque fois que vous accédez à un souvenir, celui-ci redevient malléable, fragile, comme de l'argile fraîche. Pendant une brève période, vous pouvez le modifier avant qu'il ne soit à nouveau enregistré, qu'il ne se reconsolide. Votre mémoire n'est pas en lecture seule, elle est en lecture et écriture. Et savoir cela a une application double. Du côté de l'opportunité, cela nous offre un outil extrêmement puissant. Si nous comprenons que les souvenirs peuvent être édités, nous pouvons travailler à changer la charge émotionnelle qu'ils portent. Par exemple, dans les thérapies pour surmonter les traumatismes, on aide les gens à accéder à un souvenir douloureux dans un environnement sûr. Ce faisant, ils peuvent associer ce souvenir à de nouvelles sensations de sécurité et de contrôle, réécrivant ainsi la réponse émotionnelle. C'est littéralement éditer le passé pour guérir le présent. Mais bien sûr, il existe aussi un côté risque. Ce même mécanisme nous rend terriblement vulnérables à la suggestion. Si quelqu'un nous pose des questions suggestives sur un événement, il peut implanter dans notre mémoire des détails qui ne se sont jamais produits. La psychologue Elizabeth Loftus, une pionnière dans ce domaine, l'a démontré avec brio. Dans ses études, elle parvenait à faire se souvenir aux gens de s'être perdus enfants dans un centre commercial ou d'avoir vu des panneaux de signalisation qui n'existaient pas, simplement en utilisant le pouvoir de la suggestion, en posant des questions. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Maintenant, parlons d'une règle invisible qui régit la façon dont nous évaluons nos expériences passées. Elle est connue sous le nom de règle du pic et de la fin. Cette règle stipule que nous ne jugeons pas une expérience en nous basant sur la moyenne de nos émotions sur toute sa durée. Non, nous la jugeons presque exclusivement à 2 moments. Le point le plus intense, c'est-à-dire le pic émotionnel, et la fin. Pensez-y,
Vous pouvez avoir eu des vacances de 2 semaines qui furent en général plutôt médiocres. Mais si le dernier jour a été absolument spectaculaire, il est très probable que vous vous souveniez de toutes les vacances comme fantastiques. Votre mémoire a gommé l'ennui et a retenu la grande faim. Il y a une autre structure interne clé. Les souvenirs ne sont pas seulement des données, ils viennent avec une étiquette émotionnelle. Une partie de notre cerveau, l'amygdale, se charge de leur attribuer cette étiquette. C'était bon, c'était dangereux, cela m'a rendu heureux. Et cela nous mène directement à un biais cognitif, qui est comme un raccourci mental qui nous conduit parfois à des conclusions erronées. Dans ce cas, le biais de rétrospection idyllique. C'est une erreur de fabrication fascinante. C'est la tendance à se souvenir du passé comme bien meilleur qu'il ne l'a été en réalité. Le cerveau, en se remémorant, tend à se concentrer sur les étiquettes émotionnelles positives et à minimiser les négatives. C'est pour cela qu'on dit souvent « c'était mieux avant ». Une stratégie incroyablement efficace pour contrer cela est quelque chose d'aussi simple que de tenir un journal intime. Écrire ce que vous ressentez et ce qui se passe sur le moment crée un registre externe qui ne peut pas être réécrit par votre éditrice interne. C'est comme avoir un contrôle qualité pour vos propres souvenirs. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez nostalgique d'une époque passée, faites une pause et demandez-vous « Est-ce que je me souviens du film entier, avec ses bons et ses mauvais passages, ou juste la bande-annonce des meilleurs moments ?» Il existe une coutume ancestrale qui a façonné notre mémoire moderne, la tradition orale. Pendant des millénaires, le savoir se transmettait à travers des histoires, des narrations. Nous n'avions pas de livres, nous avions des récits. La morale pratique pour aujourd'hui est extrêmement puissante. Si vous voulez vraiment retenir quelque chose, que ce soit pour un examen ou pour un projet, n'essayez pas de mémoriser des données isolées. Transformez-les en histoire. Notre esprit n'est pas conçu pour se souvenir de listes, il est conçu pour se souvenir de narration. Et tout cela nous mène à la conclusion clé pour la vie réelle. Si vos souvenirs sont éditables, s'ils sont teintés d'émotions, s'ils s'organisent comme une histoire, alors votre identité n'est pas une vérité fixe. C'est une histoire que vous vous racontez à vous-même. La règle générale applicable est la suivante. Vous n'êtes pas vos souvenirs. Vous êtes le narrateur de vos souvenirs. Cela signifie que dans la vie réelle, vous avez le pouvoir de choisir sur quels souvenirs vous vous concentrez. Vous pouvez choisir les moments qui définissent votre histoire. Vous ne pouvez pas changer les faits, mais vous pouvez changer le sens que vous leur donnez. Vous pouvez être le héros de votre propre histoire et non la victime. Comprendre cela est libérateur. Cela vous donne la plume pour être l'auteur conscient de votre propre vie, au lieu d'être un simple lecteur d'un scénario écrit par une éditrice capricieuse. Mais si vous pensiez que nous avions déjà tout compris, préparez-vous, car ici l'histoire devient un véritable chaos. Niveau 3, le chaos de la réalité. Nous entrons dans la première grande controverse, un champ de bataille en psychologie, les mémoires refoulées. L'idée qu'une personne puisse subir un traumatisme si terrible que le cerveau l'enfouit complètement, parfois pendant des décennies, pour ensuite le récupérer intact. Ici, il y a deux camps très clairs. D'un côté, certains thérapeutes et leurs patients défendent que c'est un mécanisme de défense réel et nécessaire. De l'autre, de nombreux scientifiques cognitifs avertissent que, souvent, ces souvenirs retrouvés sont en réalité de faux souvenirs, créés involontairement par la suggestion durant la thérapie. Et l'enjeu est immense. Pour un camp, il s'agit de valider la souffrance des victimes et de les aider à guérir. Pour l'autre, il s'agit de protéger des personnes innocentes d'être accusées de crimes terribles qu'elles n'ont jamais commis. C'est un choc frontal entre deux types de justice. Maintenant, nous allons remettre en question une croyance populaire que presque tous nous partageons. L'idée que la mémoire fonctionne comme une caméra vidéo, enregistrant les événements de manière objective pour que nous puissions ensuite les reproduire. Cela nous amène à démentir un mythe très répandu, la mémoire photographique. Bien que certaines personnes aient des mémoires extraordinaires, l'idée d'un cerveau qui enregistre la réalité avec une fidélité parfaite, comme une photo, ne correspond tout simplement pas à ce que nous savons des neurosciences. Tout souvenir est une reconstruction. La raison psychologique pour laquelle nous aimons tant croire en ce mythe est qu'il nous donne un sentiment de certitude. Le monde est chaotique et confus. L'idée que, du moins dans notre tête, nous ayons un enregistrement fidèle de la vérité est incroyablement réconfortante. Et ici surgit un paradoxe brutal. Pour pouvoir nous lever le matin et fonctionner, nous avons besoin de faire confiance à notre mémoire. Mais pour être véritablement sage et critique, nous devons savoir que nous ne pouvons pas lui faire aveuglément confiance. Cela se transforme en un dilemme philosophique sans solution facile. Comment pouvons-nous construire un sens stable de qui nous sommes sur des fondations, nos souvenirs, que nous savons en constante évolution, comme du sable mouvant? Adoptons maintenant un point de vue critique envers un système qui dépend énormément de la mémoire, le système judiciaire. Ici, il y a une objection éthique que nous devrions nous poser plus souvent.
Nous savons que la mémoire des témoins est incroyablement faillible et suggestible. Et pourtant, le témoignage d'un témoin oculaire reste l'une des preuves les plus puissantes dans un procès. Combien de condamnations injustes ont été basées sur une confiance aveugle en une éditrice peu fiable? Et si ce n'était pas suffisant de chaos, parlons d'une autre controverse qui n'est plus de la science-fiction, l'éthique des technologies pour modifier la mémoire. Il y a 20 ans, c'était de la matière à film. Aujourd'hui, avec des techniques expérimentales qui permettent d'affaiblir ou même de renforcer des souvenirs spécifiques chez les animaux de laboratoire, le débat est réel et urgent parmi les scientifiques. Devrions-nous avoir le pouvoir d'effacer le trauma? Et qui décide quels souvenirs sont effacés? Tout cela est directement lié à la condition humaine. Nous sommes, par essence, les seuls animaux qui se soucient de leur passé et de leur futur. Nous sommes les histoires que nous nous racontons. Et cela nous pose un problème fondamental en tant qu'espèce. Si nos mémoires individuelles et collectives sont des récits éditables, existe-t-il quelque chose comme une vérité historique objective? Ou n'existe-t-il que des versions en compétition? Comme vous le voyez, la mémoire n'est pas un fichier ordonné. C'est un champ de bataille politique, émotionnel et philosophique qui se livre au sein de chacun de nos esprits. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables experts. Niveau 4, connaissance d'experts. Nous allons parler d'un concept qui est rarement mentionné en dehors des laboratoires de neurosciences, l'engramme de mémoire. Techniquement, un engramme est l'ensemble spécifique de neurones dans le cerveau qui s'activent ensemble pour constituer un souvenir. C'est l'empreinte physique et biologique que laisse une expérience dans votre cerveau. La meilleure analogie pour le comprendre est la suivante. Imaginez que votre cerveau est un ciel nocturne rempli d'étoiles. Un souvenir n'est pas une seule étoile. Un souvenir, l'engramme, est une constellation, un motif spécifique d'étoiles qui s'illuminent ensemble. Et nous devons parler d'une figure clé mais souvent oubliée, le biologiste allemand Richard Semon. Au début du XXe siècle, bien avant que nous ayons la technologie pour le voir, il a théorisé l'existence de ces engrammes. Sa contribution fut celle d'un héros secret. Il a proposé que chaque expérience laissait une trace mnésique, une empreinte physique. Il fut ridiculisé ou ignoré en son temps, mais la science moderne a démontré qu'en substance, il avait raison. Un véritable visionnaire. Maintenant, une théorie alternative ou rebelle. L'idée classique est qu'un souvenir est conservé en un seul endroit. Mais cette théorie propose que les souvenirs ne sont pas stockés dans un unique site, mais qu'ils sont distribués dans tout le cerveau, comme un hologramme. Cette perspective est fascinante. Elle suggère que l'oubli n'est pas une défaillance, mais une caractéristique essentielle et active de l'apprentissage. Le cerveau a besoin d'oublier, il a besoin d'affaiblir les connexions neuronales moins importantes pour pouvoir en former de nouvelles et plus pertinentes. Oublier n'est pas perdre de l'information, c'est gagner en clarté. Et voici un détail de recherche qui heurte tout ce que nous croyons savoir. Des études d'institutions comme le MIT ont utilisé une technique appelée optogénétique qui utilise la lumière pour activer les neurones et ont réussi à réactiver des souvenirs qu'une souris semblait avoir oubliés. C'est profondément contre-intuitif. Nous pensons à l'oubli comme si le fichier avait été effacé pour toujours. Cette recherche suggère que, parfois, le fichier est toujours là, intact. Ce que nous avons perdu est l'accès à celui-ci, le chemin pour le retrouver. Et ce détail de niche relie plusieurs des idées que nous avons déjà vues. Il relie l'engramme, qui est le modèle de neurone, à la reconsolidation. Si le souvenir est un chemin neuronal, chaque fois que nous le parcourons en nous en souvenant, nous renforçons ce chemin, mais nous pouvons aussi nous en écarter un peu, créant une nouvelle voie. Et voici le moment Eureka. Ce souvenir n'est pas un acte de récupération passive, c'est un acte de création active. La mémoire n'est pas un nom, c'est un verbe. Ce n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous faites. Ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique. Notre mémoire n'est pas un système défectueux. C'est un système incroyablement dynamique et adaptable, conçu non pas pour la parfaite fidélité, mais pour la création de sens. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la dernière frontière. Parlons d'une idée futuriste qui est de moins en moins lointaine, la possibilité de créer des engrammes numériques, la capacité de faire une copie de sauvegarde de nos souvenirs ou même de les transférer. Imaginez dans 100 ans, pourrions-nous éditer nos souvenirs comme on édite un document texte, éliminer la douleur d'une perte ou implanter le souvenir d'avoir appris à jouer du piano sans l'avoir jamais fait? Et c'est ici que la science se heurte à ses limites. Nous pouvons savoir quels neurones s'activent, mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi cette activation se ressent, comme la nostalgie de votre premier amour. C'est le fameux problème difficile de la conscience. C'est alors que la philosophie doit prendre le relais avec des questions vertigineuses. Si vous éditez un souvenir traumatique, êtes-vous toujours la même personne qui a survécu à cette expérience? Si votre identité est basée sur vos souvenirs et que ceux-ci sont éditables, qu'est-ce que le moi?
Et l'implication philosophique la plus profonde est la suivante. Si notre passé est malléable à travers l'acte de se souvenir, alors la réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement. C'est quelque chose que nous co-créons activement, moment après moment, avec notre mémoire. Comprendre cela est essentiel pour l'avenir de l'humanité. Car non seulement les individus ont des mémoires éditées, les sociétés aussi. Pensez-y, beaucoup des grands conflits mondiaux se nourrissent de mémoires collectives, de récits historiques sur des griefs passés. Si en tant qu'espèce nous comprenions que ces mémoires sont des narrations et non des vérités absolues, nous pourrions ouvrir la porte à la réconciliation et à construire un avenir avec un scénario différent. Et voici la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice de toutes. Votre mémoire n'a pas principalement évolué pour se souvenir du passé. Elle a évolué pour prédire et simuler l'avenir. Nous utilisons les fragments édités de ce qui fut pour construire des modèles de ce qui pourrait être. Nous ne sommes pas des archivistes de l'histoire, nous sommes des navigateurs de demain et nos souvenirs sont la carte, une carte que nous dessinons et redessinons constamment. Notre plongée à travers les 5 niveaux est terminée. Prenez une seconde, contemplez le tableau complet. Voyez à quel point nous sommes arrivés loin. Au début de ce voyage, nous avons parlé de quelque chose d'aussi simple et familier que d'oublier où vous avez laissé vos clés. C'était notre pointe de l'iceberg, notre surface du connu. Et maintenant, regardez cette idée initiale et mettez-la en contraste avec la dernière idée à laquelle nous sommes arrivés. Que votre cerveau est une machine de simulation du futur qui utilise une version constamment éditée du passé pour construire le tissu même de votre réalité et de votre identité. Nous sommes passés d'un petit accro technique à la découverte du moteur créatif au centre de l'expérience humaine. Telle a été la transformation de notre connaissance aujourd'hui. Et maintenant, je vous pose la question. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Laquelle a fait tilt dans votre tête? Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre temps, pour votre curiosité et pour m'avoir accompagné dans cette plongée profonde. S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires. Il me passionne de lire comment ces idées résonnent en chacun de vous. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains et partagez cette vidéo avec quelqu'un dont l'esprit vous semble prêt pour cette conversation. Continuez à questionner, continuez à explorer. On se voit dans le prochain abîme du savoir. Si vous pouviez éditer un seul souvenir, lequel serait-ce?